Et voilà, on se trouve maintenant pour une autre vidéo. Ce vidéo est dédié au 11 février. On est aujourd'hui le 10 février et demain, c'est la journée internationale des femmes et des filles de sciences. C'est pour cela que je fais ce vidéo. D'accord? Alors, je vais mettre les diapos juste un instant et on commence. OK. On y va. Comme j'ai dit, demain, le 11 février, c'est la journée internationale des femmes et des filles de sciences. Et c'est pour cela que je fais ce vidéo. C'est un jour très important pour reconnaître le travail qu'ont fait les femmes au long de l'histoire en sciences et aussi pour nous rappeler de la discrimination qu'il y a eu pour les femmes qui ont travaillé en sciences, d'accord, allant l'histoire. Les choses sont en train de s'améliorer, mais il y a toujours un parcours bien long à faire, d'accord, pour arriver réellement à une égalité des genres dans les sciences. Okay? Je m'appelle Maria Moukmadi Lopez, je fais de la recherche à Iker Basque et je suis prof à l'Université du Pays Basque, au nord de l'Espagne. D'accord. Qu'est-ce que c'est ça du jour international de la femme et la fille en sciences? Eh bien, comme j'ai dit, c'est le 11 février et il a été établi récemment par les Nations Unies. Récemment veut dire essentiellement que demain, ça serait le 6e anniversaire de ce jour-là. Okay? So, les Nations Unies, le 22 décembre en 2015, ils ont établi que c'était nécessaire d'avoir un jour international des femmes et des filles en sciences. Et quel est l'objectif de ce jour-là? Bien, j'ai dit, c'est pour avoir une égalité réelle et un accès complet, d'accord, pour les femmes et les filles dans la science. Il ne doit pas avoir une distinction si on est une femme ou un homme, une fille ou un garçon, alors de pouvoir avoir accès à la science. On est tous égaux, d'accord? Et on a tous le même droit d'apprendre science et de faire science. Ça ne devrait pas dépendre si on est un homme ou une femme, une fille ou un garçon. Ce jour-là aussi, il reconnaît le rôle important et critique de beaucoup de femmes et de filles dans la science et dans la technologie. Et je mets là nous, parce que moi aussi, comme femme qui fait de la science, je m'inclus. D'accord? Quel est l'objectif de ce vidéo? Ce vidéo, c'est une petite contribution à toutes les femmes scientifiques au long de l'histoire jusqu'à aujourd'hui. D'accord? La liste est très, très longue. Alors, j'ai dû sélectionner, une fois, de quelque façon, un nombre fini de femmes qui ont fait ou qui font de la science. Et je vais parler de leur travail. Comme je fais de la physique théorique, et en particulier de la gravitation et de la cosmologie, j'ai choisi des femmes qui ont eu des contributions dans ce domaine ou qui ont toujours aujourd'hui des contributions, comme je dis, dans ce Nobel. Dans d'autres années, peut-être que je vais choisir d'autres domaines, bien sûr, parce qu'il y a des femmes aussi qui font de la science ailleurs de la physique théorique. Alors, on y va. La première scientifique de laquelle je voudrais parler, c'est Emmy Noether. C'était une mathématicienne allemande. Elle est née en 1882 et elle est morte après une opération en 1935. Malheureusement, l'opération n'a pas couru très bien et elle est morte après ça. Elle est connue par un théorème qui a son nom, c'est le théorème de Noether. Elle a aussi fait pas mal de contributions dans d'autres domaines des maths, okay? Dans l'algèbre et dans d'autres domaines. Des très, très, très importantes contributions. Bien, le théorème de Noether est très important pour la physique théorique et aussi pour la physique mathématique. Dans la physique théorique, c'est une application
grâce à Nether qu'on peut utiliser. Et en quoi consiste ce théorème de Nether? Okay? Et pourquoi il est aussi important? Bien, il est important parce qu'elle a établi d'une façon rigoureuse, mathématiquement, je veux dire, la relation qu'il y a entre la symétrie d'un système physique et des quantités qui sont conservées dans ce système. Qu'est-ce que je veux dire par ça? Par exemple, nous pouvons avoir un système décrit par un Hamiltonien. D'accord? C'est une construction mathématique qui décrit le mouvement d'un corps. Bien, si ce Hamiltonien ne dépend pas du temps, alors on sait que l'énergie de ce système est conservée. D'accord? Un autre exemple, le moment angulaire. Si nous avons une particule qui orbite dans un cercle, d'accord, par rapport à un axe, eh bien, si ce mouvement est tel que la vélocité essentiellement modulus est constante, alors on sait que le moment angulaire de cette particule est conservé. Le moment angulaire, c'est un vecteur, ce qui veut dire c'est un vecteur qui a une direction particulière et aussi il a une longueur particulière. Il est conservé, veut dire qu'il ne va pas changer sa direction et son modulus, il va être le même. Alors, ce qu'elle a fait, qui est très important, elle a su, à partir des maths, de formuler ces symétries. Et une fois ces symétries se trouvent dans ce système, alors elle a su définir des quantités qui se conservent associées à cette symétrie. Et ça, c'est très important. Comme je dis, malheureusement, après avoir obtenu son doctorat, elle a travaillé 7 ans sans un salaire dans l'Institut des maths de Erlangen. À l'époque, on ne croyait pas que les femmes devraient faire de la science. Ou même, elles n'étaient pas au même niveau des hommes, malgré la contribution grande, très très grande que Nether a fait. D'accord? Elle n'a jamais réussi à être un prof d'État, full professor, malgré sa grande contribution. Une fois encore, c'est pour cela que la Journée internationale des femmes et des filles de sciences, le 11 février, demain, est aussi importante. Okay? On ne devrait pas avoir ces genres d'erreurs. Okay? La deuxième scientiste de laquelle je voudrais parler, c'est Mileva Marić. Elle est née en 1875, elle est morte en 1948. Elle était de ce qu'on connaît aujourd'hui comme la Serbie, elle était une mathématicienne. Elle est connue parce qu'elle était la première épouse d'Albert Einstein, avec qui elle s'est mariée en 1903. Et elle a dû quitter ses études, même qu'elle était juste en train de les finir, parce qu'elle était enceinte d'Albert Einstein. Ça, c'était en 1901, avant que Albert Einstein, qui était un petit peu moins âgé qu'elle, finisse ses études. Okay? Alors, elle a abandonné ses études, mais apparemment, elle a continué à travailler avec Albert Einstein et elle a eu une influence apparemment très importante dans ses premiers travaux, comme l'effet photoélectrique, qui veut dire essentiellement si un photon avec une énergie déterminante arrive dans un matériel, cette énergie est suffisante pour arracher un électron, alors l'électron il sort de cette matière. D'accord? Apparemment, il a aussi contribué à la relativité spéciale. Qui ne connaît pas la formule E égale à mc carré? Okay? Bien, ça, c'est la relativité spéciale. Et apparemment, elle a aussi contribué à ça. Et aussi, ce qu'on connaît, le mouvement brownien. Sa contribution, apparemment, a aidé Einstein à décrire ce mouvement parce qu'elle était une très bonne mathématicienne. Elle a formulé essentiellement la partie mathématique pour décrire ce mouvement, apparemment. D'accord?
comme on sait tous, Albert Einstein a reçu le premier Nobel en 1921 pour l'effet photoélectrique. Il n'a jamais reçu le premier Nobel pour sa théorie de la relativité générale ou relativité spéciale, mais oui, pour expliquer l'effet photoélectrique. Apparemment, Merish a contribué à ce travail, okay, à l'effet photoélectrique, mais malheureusement, elle n'a jamais été reconnue pour ce travail. Albert Einstein et Mileva Maric se sont divorcés en 1919 et avant de ce divorce, Milena Maric elle est arrivée à un compromis avec Einstein. Si elle recevait le premier Nobel, alors la dotation, l'argent associé à ce premier Nobel serait pour ses enfants. Et en effet, 2 ans plus tard, 1921, il a reçu le premier Nobel. Et cet argent, il a été dédié à ses enfants. Et Mileva Maric a utilisé cet argent pour prendre soin de l'enfant qu'ils ont eu, l'un des enfants, Edward Einstein, qui était malheureusement schizophrénique. Et c'est elle qui a premièrement aidé son mari dans ses premiers travaux et après ça, qui a tenu compte des enfants. D'accord? Une fois encore, on voit pourquoi le 11 février est aussi important. Okay? Le 11 février, la journée internationale des femmes et des filles en sciences. Et maintenant, je voudrais parler de 2 scientifiques actuels. L'une, c'est Jocelyn Bell Purnell. C'est une astrophysiciste du nord de l'Irlande, Irlande du Nord, pardon. En 1967, elle a découvert pour la première fois ce qu'on connaît maintenant comme des radiopulsars. C'est un genre spécial d'étoiles. Elle l'a fait alors qu'elle était en train de faire son doctorat. Elle était une étudiante à l'époque. D'accord? En 1967, elle fait les premiers mesurements des radiopulsars. Les premiers mesurements. Elle a été la première scientifique à les observer. Mais en 1974, le prix Nobel, c'est précisément pour ces observations, les observations des radiopulsars qui ont été faites par Purnell. Eh bien, elle n'a pas été l'une des personnes qui ont reçu le premier Nobel pour cette découverte. Et qui ont reçu le premier Nobel? 2 hommes. Le premier Nobel était de 1974, a été pour Anthony Hewish. C'était son directeur de thèse, okay, et Martin Ryle, qui était un collaborateur de Anthony Hewish. Ça, c'est malheureux. Okay? Elle a fait la découverte alors qu'elle était une étudiante de doctorat, mais malheureusement, elle n'avait pas été inclue dans le premier Nobel. 44 années après, 1974, c'est-à-dire en 2018, elle a été reconnue par son travail et par sa découverte des radiopulsars. Et comment est-ce qu'elle a été reconnue? On lui a donné un prix spécial qu'en anglais on connaît comme Special Breakthrough Prize in Fundamental Physics. Okay? Et qu'est-ce qu'elle a fait avec ce prix? Avec l'argent de ce prix? Eh bien, elle a donné cet argent, l'argent du prix, pour aider les femmes, les personnes qui sont d'une ethnicité minoritaire et aussi des étudiants réfugiés à pouvoir devenir des chercheurs en physique. D'accord? Aux femmes, aux minorités ethniques et aux étudiants réfugiés pour pouvoir devenir des chercheurs en physique. Ça, c'est certainement très noble de sa part. Et je voudrais finir la présentation en parlant de Andrea Ghez, qui a reçu le premier Nobel de l'année dernière, 2020, okay, en physique, avec d'autres collègues. Okay. Andrea Meyer, c'est une américaine astrophysiciste.
Elle a reçu le prix Nobel de 2020 avec Roger Penrose et Reinhard Genzel. Ce prix est relationné avec les trous noirs. Essentiellement, Roger Penrose, il a formulé d'une façon très mathématique et rigoureuse l'existence des trous noirs en général relativité, dans la relativité générale. On connaissait déjà des solutions avant lui, par exemple la solution de Schwarzschild, qui est en 1916, si je me rappelle bien. Mais puis lui, dans les années 60, il a formulé des théorèmes très importants qui disent bien, si certaines conditions se donnent, alors nous allons avoir un trou noir dans cette partie de l'espace-temps. Le travail d'André Aguez et aussi de Reinhard Genzel est plus d'un côté de l'astrophysique observationnelle plutôt que de la physique théorique. Et ce que André Aguez a fait essentiellement, son travail consiste, comme j'écris là-bas, la relativité générale prédit des trous noirs, comme Roger Penrose a formulé d'une façon rigoureuse mathématiquement. Gens, son travail, c'est plus de la partie astrophysique observationnelle, et ce qu'elle a fait, c'est des observations de notre galaxie, en particulier du centre de notre galaxie, où on sait que Sagittarius A étoile se trouve. D'accord ? Alors, nous savons que le système solaire tourne autour de Sagittarius A étoile. D'accord ? Mais il y a aussi d'autres étoiles qui tournent autour de Sagittarius A étoile. Et en particulier, ce que Guez et son équipe ils ont réussi à faire, c'était des mesurements des étoiles qui se trouvaient proches du centre de la galaxie, ce qui veut dire de Sagittarius A étoile, et ils ont mesuré la rotation des étoiles, proches à Sagittarius A étoile. Et en particulier, ils ont réussi à décrire l'orbite elliptique complète, d'accord, d'une étoile qui s'appelle S2, qui se trouve très proche de Sagittarius A étoile. D'accord ? Alors, si on observe une orbite complète d'une étoile autour du centre d'une galaxie, ce qui veut dire on connaît la période. Je vous rappelle que les observations de cette étoile S2, ils ont commencé vers 1995. Ils ont eu du temps, comme elle se trouve proche du centre de la galaxie, ils ont eu du temps suffisant pour savoir la période orbitale et aussi savoir la distance au centre de la galaxie, de la Voie lactée, où se trouve Sagittarius A étoile. À partir de ces deux paramètres, à travers de la loi de Kepler, que nous avons décrit dans le vidéo de janvier, on peut savoir la masse du corps qui se trouve au centre de la galaxie, dans ce cas de Sagittarius A étoile. Et le centre de la galaxie, Sagittarius A étoile, est très massif. Il est aussi massif qu'il correspond à un trou noir supermassif. Alors, et c'est pour cela qu'elle a gagné le premier Nobel de l'année 2020. D'accord ? Ils ont mesuré indirectement, à travers du mouvement de l'étoile S2, la masse du trou noir qui se trouve au centre de notre galaxie, Sagittarius A étoile. D'accord, une fois aussi, c'est pour cela que le 11 février, demain, c'est un jour très important. Comme je dis, je répète, la journée internationale des femmes et des filles en sciences. On peut voir que les choses ont amélioré au long de ces 100 ans, mais il y a toujours un long chemin à faire parce que nous avons le droit d'avoir accès à la science indépendamment de si on est un homme ou une femme, une fille ou un garçon. D'accord ? Bien, c'est tout de ma part. On se voit dans la prochaine vidéo. J'espère bien que vous avez aimé ce vidéo-là. OK ? À la prochaine.